Tout d'abord, il est nécessaire de protéger ces mots de passe car il s'agit d'un des vecteurs d'attaque les plus fréquents. Pour ce faire, il faut appliquer une politique de mots de passe forts. Il doit être long, un mot de passe de 8 caractères peut être cassé facilement. L'Agence nationale de sécurité informatique recommande l'usage d'un mot de passe de 12 caractères, avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Si possible, il serait préférable d'utiliser un mot de passe le plus long possible. Néanmoins, certains sites acceptent une taille maximale et d'autres n'acceptent pas de caractères spéciaux. Le mot de passe doit être complètement aléatoire, il ne doit pas se baser sur des mots du dictionnaire ni suivre de schéma particulier. En effet, l'être humain est plutôt mauvais en ce qui concerne l'aléatoire. Un mot de passe généré par une machine sera donc plus apte à être aléatoire. Le caractère unique d'un mot de passe est également très important, il ne doit pas être réutilisé sur plusieurs sites ou services différents. Il faut partir du principe qu'un mot de passe stocké sur un site web peut être compromis et si ce mot de passe est utilisé plusieurs fois, alors la sécurité de plusieurs comptes est mise en échec. Enfin, le mot de passe ne doit jamais être partagé avec quiconque. S'il s'agit d'un carnet physique où les mots de passe sont inscrits, alors ce dernier doit être placé en lieu sûr. Il est également possible de vérifier auprès de sites spécialisés comme avibin.pwnd.com si une adresse mail d'un service est retrouvée dans une fuite de données. Alors, il faut immédiatement changer le mot de passe associé au compte compromis. Il est également possible de télécharger les bases de données de mots de passe et rechercher en hors ligne un mot de passe en particulier. Enfin, Kaspersky et d'autres proposent sur un site web dédié d'évaluer la force d'un mot de passe, https://password.kaspersky.com/fr/fermer la parenthèse. Il ne faut pas forcément évaluer un mot de passe que vous utilisez mais un qui s'en approche. Pour renforcer sa sécurité, j'ai évoqué au préalable la génération de mots de passe aléatoires par une machine, c'est le principe du gestionnaire de mots de passe. Ce dernier génère des mots de passe de taille personnalisée pour chaque service en ligne et il n'est pas nécessaire de se souvenir de ces mots de passe puisque c'est le rôle du gestionnaire. Néanmoins, le seul mot de passe important à retenir ou noter est celui qui permet d'accéder au gestionnaire de mots de passe. Il s'agit du mot de passe maître. Des exemples de gestionnaires bien connus, Dashlane, Bitwarden, Password, etc. Une dernière fonctionnalité intéressante est la possibilité de complétion des champs de connexion de manière automatique. Ainsi, si un site qui prétend se faire passer pour votre compte mail ne voit pas ses champs de connexion remplis automatiquement, il est possible que ce soit un site d'arnaque. Comme cité au préalable, l'authentification se fait en utilisant quelque chose que l'on connaît, comme un mot de passe ou des questions secrètes, et quelque chose sur ce que l'on est, comme l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. À cela s'ajoute quelque chose que l'on possède tel un téléphone par exemple. Avoir plusieurs facteurs d'authentification, appelés MFA, Multi-Factor Authentication, renforce la sécurité des utilisateurs car la compromission d'un facteur ne met pas en échec toute la sécurité. Ainsi, un mot de passe révélé publiquement ne permettra pas l'accès à un compte s'il est nécessaire d'obtenir un code par téléphone. C'est ce que permet certaines applications comme Google et Microsoft Authenticator mais cela peut aussi être un appareil physique qui génère un code qui change toutes les minutes comme indiqué sur l'image. Le compte mail, que ce soit chez Microsoft, Google ou autre, doit être protégé de manière renforcée, via l'usage des MFA notamment, car en perdant l'accès au compte mail, un attaquant peut réinitialiser les mots de passe de tous les comptes liés à ce compte mail. Par exemple, si un compte Gmail est compromis, et qu'un compte Facebook est utilisé avec cette adresse Gmail, alors le compte Facebook peut être compromis. Aussi, il serait préférable de ne pas stocker les mots de passe de compte mail sur les gestionnaires de mots de passe. Le fournisseur doit donc être choisi en conformité avec une politique respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs comme c'est le cas de ProtonMail qui chiffre toutes les communications. De plus, les comptes mail sont les plus à même d'être attaqués par des attaques de type phishing. Concrètement, une personne mal intentionnée tentera d'usurper l'identité d'une banque, d'une assurance, etc. pour obtenir des données confidentielles qui pourront être revendues par exemple. Il faut donc sensibiliser les utilisateurs à cliquer uniquement sur des mails légitimes et se poser la question quant au téléchargement ou non de pièces jointes. En cas de doute, il vaut mieux supprimer tout document joint.
Le site https://phishingquiz.withgoogle.com/ permet de tester le niveau de connaissance en phishing via des exemples concrets. Tout d'abord, le risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable ou d'un aléa. Il s'agit d'une notion complexe, car de multiples définitions existent selon le domaine d'application. En cybersécurité, un cyber-risque se définit comme étant tout risque de perte financière, d'interruption des activités ou d'atteinte à la réputation d'une entreprise en raison d'une défaillance des systèmes de technologie de l'information. Ici, tous les équipements physiques comme des disques durs, des ordinateurs portables et autres présentent le risque de vol et par la même occasion de compromission de ces données. Il faut donc protéger ces équipements, mais j'y reviendrai dans un instant. De plus, un pirate peut subtiliser votre appareil et y modifier le contenu de ces données en peu de temps, compromettant ainsi l'intégrité du support physique. Sauvegarde. Un principe important concernant la protection de ces données est la sauvegarde. Mais pour qu'une sauvegarde soit efficace, elle doit être répétée sur plusieurs plateformes périphériques. Les sauvegardes sont un élément clé de la restauration du système en cas de grave incident. Par ailleurs, il faut toujours envisager une redondance des données pour éviter de confier toute la sauvegarde d'un système à un unique emplacement. Enfin, la sauvegarde est le dernier recours en cas de ransomware et également en cas de panne. Chiffrement de disque. Pour terminer ce point de bonne pratique, le chiffrement de tous les équipements physiques, HDD, SSD, clés USB, etc., est une sécurité additionnelle contre le vol ou un collègue qui utiliserait votre ordinateur au travail. Par exemple, fermer la session dès qu'on quitte l'ordinateur est déjà une action essentielle. Des solutions sont directement intégrées dans Windows avec BitLocker et d'autres sont également disponibles sur Internet comme FileVault pour Macintosh. Stockage cloud. Concernant le stockage dans le cloud, toutes les données présentes sont publiées sur des serveurs répartis dans le monde entier. Il faut toujours garder à l'esprit que les serveurs peuvent être compromis et donc également les données stockées dessus. C'est pourquoi il est préférable de chiffrer ces documents dans le cloud. Les sources de risque sont liées à l'infrastructure, un événement climatique pouvant amener à une destruction de centres de données ou à une interruption des services du fournisseur de cloud. Mais ils peuvent également être liés à l'utilisateur, qui peut causer des fuites de données via un mauvais contrôle d'accès. Un fameux adage prétend que si le service est gratuit, alors c'est vous le produit. Concrètement, cela signifie que si un service est gratuit comme les réseaux sociaux, alors toutes les publicités ciblées ou la revente de vos données font de vous le produit de ces enseignes. La considération du paiement d'un service est sans doute plus appropriée même s'il convient de s'assurer que votre vie privée est mieux protégée en payant le dit service produit. De même que pour le stockage local, multiplier le nombre de services pour stocker vos données diminue le risque de perdre l'accès à ces dernières. Attention tout de même, il convient de trouver un juste milieu car plus de services implique une plus grande surface d'attaque. La connectivité. Pour permettre la protection des données personnelles des utilisateurs, des dispositifs existent aujourd'hui. C'est le cas du RGPD. Règlement général sur la protection des données. La notion de « données personnelles » est à comprendre de façon très large. Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. La vie privée peut être menacée de plusieurs façons, à commencer par les applications des smartphones. Si possible, accordez le moins de privilèges possible pour toute application. En effet, il paraîtrait complètement absurde qu'une calculatrice ait accès à la position GPS, au Bluetooth et autres. Un autre moyen de se protéger au quotidien est d'appliquer un cache ou à minima un scotch sur les webcams de ces appareils quand on ne l'utilise pas. Il ne s'agit pas d'un acte paranoïaque mais d'une action que même le dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg, effectue. Cela montre bien qu'il n'a pas forcément confiance dans l'utilisation qui est faite de la caméra avant-arrière. Les périphériques. L'usage de périphériques fait partie du quotidien mais ces appareils ne sont pas toujours contrôlés et peuvent amener des virus dans une entreprise que ce soit des clés USB, des souris ou des câbles USB. Les solutions antivirus peuvent scanner les clés USB branchées mais une sensibilisation des utilisateurs est importante en amont. Des expériences ont prouvé qu'en disposant des clés USB dans une entreprise, les salariés les connectaient à leur PC dans 20% des cas.
En imaginant qu'un verre informatique soit présent sur ces clés USB, il suffirait qu'une seule clé soit branchée pour que toute l'entreprise soit infectée. Utilisez un VPN, Virtual Private Network ou réseau privé virtuel. En informatique, un réseau privé virtuel est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isolent leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunications publics. Dans le cas de connexion à des réseaux publics comme le Wi-Fi, l'utilisation de VPN permet de naviguer de manière anonyme et sécurisée. Il est tout à fait possible de créer son propre VPN via des solutions comme WireGuard, OpenVPN ou d'utiliser des solutions toutes prêtes largement utilisées aujourd'hui avec ProtonVPN, NordVPN, et bien d'autres. Pour terminer la partie des bonnes pratiques, il est essentiel d'évoquer les gestes anti-malware. Le premier est de s'assurer que tous les logiciels téléchargés proviennent de sources sûres comme Android, Windows, Apple, Chrome. En gardant toujours à l'esprit que certaines applications malicieuses peuvent toujours passer entre les mailles du filet. En effet, les géants cités sont censés vérifier les applications soumises sur leur boutique. Les logiciels officiels ne présentent pas de risque s'ils sont téléchargés depuis le site officiel, exemple, Office depuis Microsoft. Un deuxième point concerne la protection contre tout type de menaces grâce à des suites de sécurité à installer sur des postes de travail. De nombreuses solutions existent aujourd'hui avec de multiples fonctionnalités comme EASY, Avast, AVG et également Windows Defender intégrés par défaut dans les PC Windows. Néanmoins, le meilleur antivirus reste l'humain puisqu'en naviguant sur des sites dits sûrs et ne téléchargeant rien de non officiel, c'est déjà une protection non négligeable. En cas de doute lors d'un téléchargement quelconque, des plateformes d'analyse en ligne de documents permettent de vérifier le comportement potentiellement malicieux de l'exécutable en question. C'est le cas par exemple de VirusTotal qui scanne gratuitement le fichier soumis et délivre un rapport complet sur son niveau de dangerosité. Sequoia a aussi lancé une plateforme gratuite Dropper Analysis pour déterminer très rapidement si un .doc, .xls, .pdf est piégé. Le dernier point, et non le moins important, concernant la mise à jour de tous les supports qui peuvent nécessiter cette dernière. Il peut s'agir du système d'exploitation, du navigateur web, des clients mail, des antivirus et également des objets connectés. Beaucoup d'attaques reposent aujourd'hui sur l'exploitation de vulnérabilités sur des services non mis à jour. C'est encore plus flagrant avec l'exemple des objets connectés qui sont généralement utilisés dans leur configuration par défaut sans être nullement mis à jour. Les attaquants peuvent alors prendre le contrôle de caméras, de lumière ou même de voitures connectées.